Son témoignage est fort. Anouk Grimbert exige le respect pour les victimes de violences sexuelles dont elle a elle-même été victime. L'artiste, comédienne et peintre est l'invité du Grand Angle. Comédienne, autrice, dessinatrice, Anouk Grimbert signe Respect, un livre témoignage qui vous laisse le souffle coupé et qui vous fait réfléchir. Bonsoir Anouk Grimbert, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce respect, c'est d'abord aux victimes de violences sexuelles qu'il s'impose. Aux femmes. Aux femmes en général, et évidemment, les victimes sexuelles, elles ont la double peine. Non seulement elles sont agressées, mais ensuite, en général, expulsées de la société. On les fait taire, on les traite de mythomanes, de folles. Oui, c'est la double peine. On leur impose le silence, et le silence est une partie majeure de la violence qui est faite aux femmes. Vous avez des mots très forts. C'est une spirale, une cage de honte. Ça dure quelques minutes pour l'homme et une vie entière pour la femme. Alors, des hommes aussi peuvent être victimes de violences sexuelles. Une cage de honte dont on est prisonnier, c'est ce que révèlent les victimes, parce que c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que c'est un crime où la personne, la victime, se sent coupable. C'est ce que vous soulignez tout au long de ce livre. Oui, c'est incompréhensible. C'est les agressions sexuelles, ou en tout cas le viol, c'est un des crimes les plus graves, et il est le moins puni. C'est celui qui est le moins puni. 1% en gros des viols sont réprimés par la loi, et en général, le coupable se débrouille pour pour culpabiliser la victime, pour la faire taire, pour l'écrabouiller de honte. Alors, il y a quelque chose de très particulier dans les agressions sexuelles, c'est que c'est d'une telle violence quand on les subit qu'on est proprement sidéré, comme coupé de soi-même. Moi, c'est ce que je raconte. Pour moi, j'ai eu l'impression de devenir comme une pierre. Une pierre, elle a au moins l'avantage de ne pas sentir. Et ce qui peut faire croire, ce silence-là de la victime peut faire croire à l'agresseur qu'on est consentante. Il a l'air de vouloir le croire, et c'est pour ça qu'il se permet tout ça. Et la victime, elle, parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle ne bouge pas, parce qu'elle ne peut pas bouger, parce qu'elle est paralysée, elle a honte parce qu'elle ne s'est pas défendue, mais parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'il y a quelque chose qui meurt en nous, vraiment qui meurt en nous. Les hommes doivent réaliser ça. Ils doivent prendre la mesure de la violence qui est faite. C'est pas juste un mauvais moment à passer, quoi. Oui, et il y a comme une sorte de déni des coupables, en fait, comme s'ils avaient le droit d'avoir certains gestes. Vous avez dit ce que vous aviez subi, et on ne vous a pas cru. Dans mon histoire, vous dites à un moment, l'omerta était pire que l'inceste, c'était une double trahison. Vous y revenez souvent sur ce thème d'omerta, parce que, en fait, ce qu'on comprend, et ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec toutes les affaires qui éclatent, c'est que celui qui parle, c'est, passez-moi l'expression, l'emmerdeur, l'emmerdeuse, celui qui va déranger la société, la famille, l'institution. Absolument, absolument. Et la famille, l'institution, la société s'organisent entre elles pour silencier ces personnes qui parlent, qu'elles soient victimes directes ou témoins. Par exemple, on l'a vu avec Bayrou, qui traite de folle celle qui a... l'alerte. Voilà. Dans l'affaire Bétarane, oui, parce que comme on a vu dans le monde entier, effectivement, c'est le Premier ministre français qui a dû s'expliquer sur les violences qui ont été commises pendant des décennies dans un institut religieux, Bétarame. Et effectivement, pour vous, ces justifications ne sont pas les bonnes. Mais le pouvoir protège le pouvoir. Les hommes de pouvoir s'octroient la possibilité de continuer à nuire, de continuer de nuire, et les femmes sont quantité négligeable. Mais oui, les puissants protègent les puissants, et ils organisent cette omerta qui est pour les victimes une sorte de fabrique de mort. C'est-à-dire que non seulement on est passé par le feu, mais il faut en plus de ça, supporter le mépris de la société, le dénigrement, la salissure, et
comme on était déjà dans la honte d'avoir vécu ces agressions, alors il y a une espèce d'empilement de culpabilité, de honte qui fait que la plupart des femmes ne parlent pas. Elles ont trop peur des conséquences, elles ont trop peur d'être punies. Une deuxième fois ou à vie, parce que en fait les agressions sexuelles, les hommes, y compris les hommes qui font la loi, les avocats, les magistrats, les juges, ils ne mesurent pas encore à quel point les agressions sexuelles, c'est grave, c'est grave. On en a pour la vie entière à supporter les conséquences dans notre chair. On est hanté par ça. Et quand on voit que 98%, si ce n'est plus, des agresseurs sont laissés tranquilles pendant que les femmes passent leur vie, le reste de leur vie à survivre, juste survivre, à déployer une quantité d'énergie incroyable, non seulement pour porter aussi dignement que possible cette mort qu'ils ont distillée en nous, mais pour la cacher, ce qui fait que les femmes victimes ont souvent l'air heureuse. Et c'est aussi, je dois le dire, c'est aussi le silence des femmes qui n'a pas éduqué les hommes à comprendre la violence de leur comportement. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre, parce qu'à un moment, il fallait que tout le monde sache que vous n'étiez pas une menteuse, que vous n'étiez pas une affabulatrice, qu'on vous a certainement, ce qu'on vous a reproché, d'ailleurs, vous le dites dans le livre. Fallait que je me rende justice. Il fallait que d'autres que ma famille ou que mon milieu professionnel entendent ces vérités que ni les uns ni les autres n'avaient voulu entendre. Encore une fois, la famille protège le petit mâle, M-A-L-E, et protège le mâle. Et se protège aussi, parce qu'on ne veut pas, bien sûr. On ne veut pas entendre. Bien sûr. Et ça rend fou. Et moi, j'ai aucune raison de devenir folle par la faute de gens qui juste sont en incapacité d'entendre la vérité, de prendre la mesure des violences qui m'ont été faites, mais moi, dans ce livre, je parle d'histoires qui me sont arrivées à moi, mais à travers ces histoires, j'essaye d'éclairer des processus de domination, d'emprise, qui sont le commun des hommes avec les femmes. Et pourtant, ça avance. Au Festival de Cannes, un acteur a été mis à l'écart parce qu'il est accusé de violences sexuelles. Oui. Il y a eu évidemment MeToo, l'affaire Adèle Haenel, Judith Godrèche, oui. ce rapport de Sandrine Rousseau, votre livre. On pourrait parler aussi de La Grande Familia, où vraiment... voilà, tout le monde a pris conscience. Est-ce que c'est suffisant ? Ça avance. Oui, ça avance. Ça avance et c'est formidable. C'est formidable quand quelques années... je sais pas, quand on regarde le traitement qui a été fait de l'affaire PPDA ou Strauss-Kahn, on est arrivé quasi à un non-lieu où, en gros, ça a été expéditif. Là, Gérard Depardieu, il a dû s'expliquer. Il a dû... Il ne s'est pas expliqué, mais en tout cas, il a été condamné, oui. Il a été condamné, et ça, c'est formidable. Cet acteur qui n'a pas droit au tapis rouge, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est très, très bien que la société bouge, et il faut maintenant que la justice aussi soit formée, soit mieux formée pour pouvoir comprendre... Je vous donne un exemple, l'exemple de Charlotte Arnoux, qui est cette jeune fille qui s'est fait violemment agresser par Depardieu. Enfin, il s'agit de viol, de 2 viols. Elle y a été une fois à la demande de Gérard Depardieu, chez lui. Il a commencé à la toucher. Elle était tellement pétrifiée, tellement sidérée par la trahison, parce que c'était un ami de son père, oui. qu'elle n'a plus pu ni parler ni bouger alors qu'elle voulait hurler, elle voulait s'enfuir. Il l'a violée. Elle y est retournée quelques jours plus tard. Personne ne comprend pourquoi elle y est retournée. Elle y est retournée pour se rendre justice. Elle y est retournée pour reprendre ce que Depardieu lui avait volé. Et quand Juliette Binoche dit que la star est tombée de son piédestal, elle a raison, quoi. Oui, mais je ne vous parle pas de ça. Oui. C'est très important que les gens comprennent
comment et pourquoi une victime peut retourner vers son agresseur. C'est pas parce qu'elle est allumeuse, c'est pas parce qu'elle aime se faire agresser, c'est parce que elle a besoin de se rendre justice, elle a besoin que l'agresseur lui redonne ce qu'il lui a volé. C'est ça qu'elle a fait, Charlotte Arnoult. Et quand l'avocat de Depardieu la traite de mythomane dans l'enceinte d'un palais de justice, c'est juste odieux et c'est ne rien comprendre à la violence qui est faite aux femmes. Parce que c'est bien mystérieux, mais une femme qui a vécu une agression grave, malheureusement, il y a des chances qu'elle le revive parce que un sillon est creusé en elle. La violence appelle d'autres violences et les prédateurs le savent. Et Depardieu l'a su. Il a su qu'il pouvait encore attaquer cet enfant. Qui peut... Mais à un moment, vous accusez aussi, enfin, vous accusez un metteur en scène très connu, effectivement, de violence. Est-ce que vous avez envie de le poursuivre en justice? Est-ce que pour vous, c'est important? Vous expliquez que son comportement dépassait tout. Oui, c'était un metteur en scène de théâtre, du théâtre privé. C'était aussi un directeur de théâtre. Il régnait sur le théâtre privé. Moi, j'ai pas envie de dire son nom. C'est une ordure. Une ordure. Et il est parvenu et pendant des mois, il m'a agressée sexuellement. Il me forçait à... Il venait me rouler des pelles dans ma loge juste avant de jouer. Il me tripotait, il se frottait à moi. Et je ne pouvais rien dire. Justice pour avoir justement réparation? J'ai pas assez confiance dans la justice et je me répare moi-même. J'ai écrit ce livre, je raconte cette histoire, que les gens s'en emparent, que la société s'en empare, qu'ils aillent lui dire à lui ce qu'il a fait, qu'il soit honteux et mortifié et s'il le peut, qu'il demande pardon publiquement. Et ce qui est fort dans votre livre aussi, c'est votre résilience. Je vais vous citer là aussi, malgré ce qui s'était passé, j'aimais la vie, les gens, c'était intact, de plus en plus intact. Et même vous vous réconciliez avec votre mère. Alors vous dites pas avec ma mère, mais avec la femme qu'elle était. C'était aussi ça l'objet du livre. Le hasard ou je ne sais pas quoi a fait que moi j'ai eu beau être agressée souvent, être quasi tuée parfois. J'avais une niaque, une rage de vivre. Et puis, j'ai eu la chance très tôt, j'ai commencé très tôt à être invitée dans les milieux artistiques. Je suis devenue comédienne, j'avais 11 ans. Et j'ai découvert le jeu, j'ai découvert ce que le jeu demande comme vérité. Et ça, c'est un effort de... Enfin, on se restaure quand on est vrai. Et puis on se restaure aussi quand on est avec des gens qui ont un regard neuf sur vous, qui ne vous voient pas comme une victime. Ça vous a permis de... bien sûr. Voilà, et comme le dessin, comme le dessin, comme l'écriture, mais comme la vie aussi. C'est-à-dire que je haïssais mon propre malheur. Je ne voulais pas aucune complaisance avec ça. Je me suis bagarrée pour... être dans la lumière, je suis aimantée par la beauté, mais vraiment aimantée, que ce soit dans la vie, dans le travail. Et tout ça m'a remise en vie. Et puis, il y a les rencontres, il y a les amis, il y a l'amour, il y a l'enfant, il y a plein de trucs qui m'ont sauvée. Et puis, je suis... le malheur... est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous rend... qui fait de vous presque une autre chose, une chose. Et moi, je voulais être quelqu'un. Et vous racontez cela d'une manière extrêmement simple et extrêmement forte. Donc dans ce livre, Respect, c'est aux éditions Julliard, je le recommande. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau, Anouk Grimbert.